Deux invités à un plateau, une règle du jeu, pas d'animateur. Ils sont tout seuls devant les caméras. Chacun de leur côté, ils se sont donc préparés pour cette rencontre. Avec en aparté une question, qui êtes-vous ? Je m'appelle Monique de Bonis, je suis chercheur honoraire au CNRS et durant ma longue carrière, j'ai travaillé essentiellement sur les problèmes affectifs et les comportements liés à ces problèmes, comme la tristesse, la dépression, l'anxiété, voire le rire. Deuxième invité, même question, qui êtes-vous ? Je m'appelle Daniel Sibony, je suis écrivain, psychanalyste, ancien chercheur en mathématiques. J'ai écrit un livre sur le rire. Le rire m'accompagne depuis mon enfance et j'ai essayé d'y comprendre quelque chose. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Je ne crois pas que le rire soit une émotion. En réalité, je suis convaincue au contraire que le rire ressemble davantage, c'est comme un réflexe dans son origine tout de même. Je ne vois surtout pas à quoi ça sert d'appeler le rire une émotion. Et en plus, une émotion comme les autres. Je pense même que le rire est une façon de se ressaisir d'un choc que les gens ne voient pas et que le rieur lui-même ne perçoit peut-être pas. Mais on en reparlera. Le rire a quelque chose d'automatique, d'irrépressible. Le rire, lorsqu'il est déclenché, eh bien, il se déroule de façon absolument indépendante de la volonté du sujet. Et pour illustrer mon propos, je voudrais souligner aussi que c'est un peu comme le bâillement. On pourrait dire que le bâillement, eh bien, c'est une émotion d'ennui. Certes, c'est vrai, mais le bâillement peut signifier aussi... Et vous diriez que c'est un réflexe, le bâillement ? Je dirais que le bâillement est un réflexe et il peut survenir dans des conditions, dans des situations émotionnelles, mais il est aussi lié à la faim, aux besoins de sommeil, à des choses qui n'ont rien à voir avec les émotions. C'est intéressant parce que le bâillement, aujourd'hui, lorsque vous allez dans des séances de gym, de détente, de relaxation, on dit « et détendez-vous, bâillez ». Et moi, je peux bâiller tout de suite, là. Les gens, quand on fait des exercices de la voix, on peut bâiller. Donc, c'est un réflexe que l'on crée à volonté. Le rire, c'est vrai que une fois qu'il est déclenché, il est irrépressible, mais on peut, en amont, le moduler. On peut s'empêcher de rire. Il y a des gens même qui s'empêchent tellement de rire qu'ils rient très peu, parce que rire est vécu par eux comme une façon de s'abandonner, d'être hors contrôle d'eux-mêmes. Et s'ils veulent garder ce contrôle, dans ma recherche, j'appelle ça une exigence narcissique, c'est-à-dire ils veulent, ça va jusqu'aux apparences sociales, on ne rit pas dans certaines occasions, etc. Et donc ils peuvent inhiber le rire en amont et faire en sorte de ne pas vivre cette espèce d'explosion sur laquelle je me suis beaucoup questionné, parce que ça a beaucoup de sens. Oui, je partage votre analyse sur le bâillement. Je ne suis pas si sûre qu'il soit aussi facile de s'empêcher de rire. Et pour preuve, je signalerai des occasions dans lesquelles, par exemple, les gens rient alors qu'il n'y a pas lieu de rire, comme dans les enterrements. Et s'il était si facile de le réprimer, eh bien, ce comportement incongru ne se produirait pas. Attention, parce que rire dans un enterrement, on peut rire de tout, de toute façon. Mais en principe, on peut rire de peur, on peut rire d'angoisse, on peut rire de joie, on peut rire d'imiter, on peut rire de ridicule, on peut rire de toutes sortes de choses. Et
c'est un rire qui, a priori, n'invite pas forcément à l'inhibition. Si on rit d'angoisse, on est angoissé, on rit. Question, pourquoi on rit? Et à des moments d'angoisse, moi je pense que dans mon approche, j'ai classé un peu à la suite de Baudelaire le rire en deux flux, si vous voulez, le rire de situation et le rire du grotesque. Le rire du grotesque, c'est le rire de quelque chose de totalement incongru, c'est-à-dire qui n'a a priori aucun sens, donc qui percute comme sur un terrain vierge, et le choc même fait rire. J'ai même envisagé une espèce de mythe qui serait comme l'origine purement fictionnelle du rire. Je me suis dit, il y avait un groupe de gens et il s'est produit un phénomène, autrefois il y a très longtemps, le côté primitif de l'homme, et il s'est produit un phénomène qui a fait peur à tout le monde. Et puis, ils étaient tous effarés et soudain, ils se sont regardés et ils ont vu qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur et ils se sont mis à rire. Et ça, on le voit, cette situation est fréquente dans la vie, mais moi, je pense qu'elle a quelque chose de fondamental. On rit lorsque on a été percuté par quelque chose. Alors, Freud dit qu'il réveille un refoulé, Bergson dit dans laquelle l'humain et l'automate s'entrechoquent. Moi, je dis plus largement, on rit lorsque on bute sur un entre-deux, sur quelque chose qui comporte deux éléments opposés et que ça nous dissocie un peu de nous-mêmes. Je dis que rire, c'est se secouer l'identité. C'est comme on secoue un tapis. Et des gens certains n'aiment pas qu'on leur secoue l'identité ou qui n'aiment pas cela secouer eux-mêmes, se laisser secouer. Et d'autres, ils sont plus accessibles. Quant au rire en groupe, il a aussi sa source du côté du rire de situation et d'imitation. Lorsque des gens sont ensemble, un rien peut faire rire. Si l'un rit, c'est tellement contagieux que tout le monde se met à rire. C'est le principe des rires qu'on observe dans les plateaux télé où il n'y a pas eu une blague vraiment bouleversante, mais il y a eu un petit mot comme ça, et puis l'un a ri, et tout le monde a ri, et on applaudit pour dire que c'était drôle, etc. Donc là, c'est le rire, je dirais, facile de l'être ensemble, sans même se moquer de quelqu'un. Si en plus on prend quelqu'un pour s'en moquer, c'est-à-dire comme objet de dédoublement, alors ça aide à se dédoubler, ça veut dire qu'on a en soi la partie ridicule, c'est lui qui la porte, et la partie sensée, c'est nous, et ça s'entrechoque, et ça fait rire. Je voudrais revenir aux origines du rire. Et les origines du rire se situent à peu près chez l'enfant, vers l'âge de 4 mois. Et le principal déclencheur de ce rire enfantin, ce sont les chatouilles. Les chatouilles, ça a l'air d'un sujet banal, mais c'est un sujet qui revient aujourd'hui, à la faveur des travaux de certains neuropsychologues, l'objet d'un intérêt particulier. En effet, bien que ce soit connu, le lien entre le rire et les chatouilles soit connu depuis l'Antiquité, on a découvert que finalement, les chatouilles qui produisaient le rire ne se situaient pas à n'importe quelle partie du corps. Elles se situent essentiellement au niveau de certaines articulations, comme le creux poplité, c'est-à-dire derrière le genou, ou bien sur la plante des pieds, et à des endroits très précis dans lesquels il y a des récepteurs d'une sensibilité tout à fait particulière, qui est une sensibilité à son propre corps, d'une sensibilité qu'on a appelée d'un mot savant la sensibilité dite protopathique. C'est une sensibilité qui est affective et qui est différente de la sensibilité que nous utilisons pour reconnaître les objets. Alors, ce phénomène des chatouilles et du rire a entraîné des recherches sur une question assez énigmatique.
à savoir quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas se chatouiller soi-même pour se faire rire, mais c'est seulement les chatouilles d'autrui qui produisent le rire chez le sujet qui en est la victime, en quelque sorte. Et il y a même on a trouvé pourquoi? Eh bien, on a certaines hypothèses, alors, oui. Dites-nous une ou deux hypothèses. D'abord, les hypothèses ont pu être testées grâce à certains dispositifs. On a créé notamment des robots à chatouille qui ont été appliqués à différentes personnes. Et on s'est rendu compte que les zones cérébrales qui étaient activées par ces chatouilles venant de l'extérieur sont des zones extrêmement primitives, c'est-à-dire elles se situent au niveau bulbaire ou au niveau du cervelet, et ce qui signifie encore une fois que le rire est quelque chose d'extrêmement archaïque. On rencontre des rires dans les espèces animales, alors qu'on pensait que le rire était le propre de l'homme. Eh bien, ces travaux montrent que finalement, c'est une erreur de penser que le rire est le propre de l'homme. J'ai quand même repris cette formule, le rire est le propre de l'homme, mais pas pour l'accepter. C'est le rire, c'est le propre de l'homme en tant que le rire l'amène à accepter qu'il est l'homme, impropre à lui-même, qu'il est inadapté à lui-même. Le rire signale un dysfonctionnement. Si tout fonctionnait parfaitement bien, les paroles atteignent leur but, tout a un sens et un seul, pas d'équivoque, pas de malentendu, etc., pas d'intention. Si tout était plat, on ne rirait pas. Alors, j'ai évidemment fait une grande place au rire par rapport au jeu et au chatouillement. Parce que le chatouillement, pour un enfant, on s'approche de l'enfant, souvent sans même le chatouiller. On s'approche de lui, il va y avoir un contact et l'enfant déjà rit, avant même qu'on le chatouille. Donc, ce n'est pas forcément des nerfs parce qu'on a touché. Ils peuvent être touchés par la pensée qu'ils vont être touchés, qu'ils vont être approchés. Autrement dit, et moi je pense qu'en effet, on ne peut pas se chatouiller soi-même parce que le rire implique le rapport à l'autre, implique l'altérité, implique même le choc entre soi et l'autre, ou bien entre soi apparent et soi en tant qu'autre, en tant qu'il cache des choses, qu'il cache des pensées refoulées, etc., des équivoques. Quand on est dans le rire et qu'il y ait des effets bénéfiques, il paraît qu'on a mesuré sur les hormones, ça fait du bien, etc. Mais c'est clair que ça fait du bien. Il y a un effet bénéfique du rire. Et il y a même, toujours quand il y a un effet bénéfique, il y a toujours des gens pour le cueillir, pour avoir le fantasme d'aller écumer cet effet bénéfique du rire. Vous le savez, il y a des groupes où on rassemble des gens pour rire, pour les faire rire, pour rire ensemble. Et ce qu'il y a de pathétique, c'est que tous ces gens ont été convaincus que ça fait du bien de rire, ils sont là, et c'est très comportementaliste, et pas forcément au mauvais sens. Il y a un meneur qui s'appelle un rigologue et qui les détend, voilà, tout va bien, etc. Donc il y a de l'autosuggestion pour dire que tout va bien. Puis à un moment, un rire fuse et il est contagieux et tout le monde rit et rit sincèrement, c'est-à-dire de rien, de rire. Et j'ai regardé ça une ou deux fois et je me suis dit, c'est quand même incroyable. On peut arriver à faire rire des gens sincèrement, et c'est leur corps qui rit, mais la pensée ne rit pas.
Or, pour moi, produire le phénomène, la phénoménologie du rire, me semble presque un signe de désespoir. Ça veut dire que dans la vie, on a tellement peu l'occasion de rire, c'est tellement pas drôle, etc., qu'on va aller de 5 à 6, et en prenant le métro, etc., avec le groupe pour rire. Et ça, ça m'a fait penser d'ailleurs à L'homme qui rit de Victor Hugo, vous savez. Comment ne pas y penser? Carrément, et on lui a fait, des gamins, la chirurgie pour qu'il ait l'air de rire. Oui, c'est un rictus. Un rictus. Il fait rire tout le monde par contagion parce que les gens croient qu'il rit, et lui est désespéré. Et je pense que c'est une espèce de métaphore qui anticipe. Oui. Je ne crois pas non plus que le rire, les effets du rire soient toujours aussi bénéfiques. Et à titre de preuve, on raconte souvent une histoire assez bizarre qui relève de ce qu'on appelle les épidémies de rire. On a observé en Tanzanie, dans les années 60, une véritable épidémie qui a atteint des collèges entiers de jeunes filles qui se sont mises à rire par pure imitation, à tel point qu'on a été obligé de fermer les lycées, de fermer les collèges et d'en hospitaliser certaines parce que, justement, elles avaient des troubles respiratoires liés à cette épidémie. Alors, on rencontre dans la psychopathologie et dans la psychologie des épidémies de tels comportements qui sont encore plus graves, comme dans les épidémies de suicide. Alors, puisque vous parlez de ces séances thérapeutiques de rigologie, en tant que chercheur, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment expliquer ces phénomènes, puisqu'on ne peut pas mettre en évidence leur caractère thérapeutique. Et là, je crois qu'il faut revenir à l'un des grands psychologues américain qui a le plus étudié les émotions, c'est-à-dire William James, qui a bien décrit ces séquences émotionnelles. Par exemple, je vois un ours, je tremble, je sens que je tremble, et donc, on peut dire, j'ai peur. Oui. Et c'est un peu la même chose avec la rigologie, à savoir, je ris, en imitation avec le groupe, je ris, j'ai la sensation que je ris et je me sens heureux. Alors cette théorie, qui a été pas mal critiquée, pourrait donner une explication plausible aux effets du rire. Pour moi, c'est pas le rire. Le rire, c'est pas ça. Le rire, c'est le fait que on reçoit vraiment une secousse et cette secousse, elle nous coupe le souffle, carrément. Ma thèse, elle va jusqu'à ce point. Ça veut dire, on est surpris par une équivoque, une forme bizarre, une attitude, un mot, etc. Et ça vous coupe le souffle. Et le rire, c'est comme une façon de récupérer, après cet effet de syncope, de retrouver son souffle, comme si on descendait par paliers. Et ce qu'on entend du rire, ce phénomène, c'est une descente à partir d'une certaine montée, à partir d'une certaine secousse. Donc dans les groupes de rire, la secousse, il n'y a pas, on descend, mais on descend ensemble. Donc on peut se donner l'illusion qu'on était monté. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette idée de descente par palier. Et puis on arrive au calme. Je pense que si l'on adopte un regard de type anthropologique, le rire a été souvent considéré comme une espèce de nécessité institutionnelle. Il n'y a qu'à penser aux bouffons du roi. Ces bouffons existent depuis l'Antiquité. Les travaux récents en matière de
psychologie du travail, ont souligné le fait qu'il existe dans les pays, au Japon par exemple, des séances institutionnalisées où les ouvriers, les employés se réunissent pour se moquer du patron. Mais là, c'est un rire, que je répète, qui est institutionnalisé. Ça a eu lieu dans un certain endroit, à un certain moment, et à une durée bien déterminée. Alors là, je crois que oui, nous abordons un autre problème, qui est le rire dérision, qui est un peu différent du rire physiologique auquel nous avons consacré beaucoup de travail. Le rire dérision, moi je pense que tous les rires, dérision, chatouille, le jeu grotesque, etc., confluent du point de vue du corps vers des phénomènes corporels, nerveux, physiologiques, etc., qui, je pense, doivent leur être communs. C'est même ce qui empêche, à mon avis, de manipuler trop loin le rire. Il y a une fraîcheur, il y a une spontanéité du rire qui est là et qui, je pense, va beaucoup plus loin que la gestion sociale du rire qu'on a aujourd'hui, qui est essentiellement un rire d'imitation, de caricature, de moquerie, et qui fait oublier ce qui, pour moi, est l'essentiel. C'est qu'est-ce qui, dans votre vie, et je dirais, peut vous permettre d'en rire, de rire de certaines impasses, c'est-à-dire de s'en dégager. Et là, il y a une dimension de l'humour, où on rit de soi, où on se console de son petit malheur en reprenant le dessus. Donc il y a beaucoup d'utilisation, mais le rire comme issue, comme propulsion du sujet vers ce que j'appelle une secousse de l'identité et pas vers une croyance à son identité, je crois que ça, c'est important. La question de l'universalité, c'est d'abord la question de l'universalité à travers les cultures et les sociétés, mais c'est aussi la question de l'universalité par rapport aux espèces vivantes, à l'espèce humaine et à l'espèce animale. Alors, sur le plan de l'universalité en fonction des cultures, je dirais que oui, le rire est universel. Nous sommes tous, les humains, conformés de la même façon et nous avons, disons, un organisme qui permet justement ce rire. Lequel rire, on l'a décrit de façon extrêmement sérieuse pour en connaître les propriétés. On a mis des sujets dans des laboratoires d'acoustique et on a mesuré la séquence du rire qui est en général se réduit à ha ha ha, hi 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 ou ho ho ho, et pas de mélange entre ces trois formes de rire, et on a identifié une espèce de spectre sonore particulier au rire qui se rencontre chez l'homme et chez la femme, bien que chez la femme, les paramètres d'intensité soient légèrement différents. Chez l'homme, les femmes ont un rire plus haut placé que les hommes. Donc, oui, on peut dire que le rire est universel en fonction des sociétés, mais cela ne signifie pas que les situations pour lesquelles nous rions soient identiques à travers les cultures. D'ailleurs, on sait qu'il existe un humour anglais, un humour juif. Donc on ne rit pas pour les mêmes raisons dans des cultures différentes. Et même, je crois enfin j'en suis sûre, on a décrit au Japon les rires qui étaient motivés pour masquer des émotions négatives. C'est-à-dire que le japonais n'expose pas son visage aux autres pour montrer des émotions négatives. Et c'est la raison pour laquelle il couvre ces émotions négatives par un rire produit de façon tout à fait intentionnelle. Il n'est pas le seul. Oui. Les sourires cheese qui flottent
sur toutes sortes d'organismes dans notre société. On arbore un sourire, tout va bien, etc. Je ne sais pas si on l'a appris au japonais, je ne crois pas. Encore qu'au Japon, j'ai appris qu'il y avait des cours de sourire en terminale qui ont été institués récemment. Et je pense que cette façon d'afficher une façade souriante, etc., est elle aussi universelle. Mais pour revenir à la question, est-ce que le rire est universel? Je dirais que le rire est une singularité universelle. C'est une singularité de l'humain, un pli de l'humain, un pincement de l'humain qui est universel. Il y a une voix singulière de chaque peuple, chaque individu, etc., pour arriver à cet universel. Et il y a un livre que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup compté dans mon enfance, c'est la Bible. Et là-dedans, il y a un personnage qui s'appelle le rire. L'ancêtre Isaac s'appelle, le mot hébreu veut dire le rire. Or, ce bonhomme, ses parents étaient déjà au 4e âge quand ils l'ont eu, miraculeusement, entre guillemets, peu importe, mais le père a ri quand on lui a annoncé qu'il aurait un enfant. La mère a ri, et le fils s'appelle Rire, et c'est rien d'autre que le fils du fameux sacrifice d'Isaac, c'est-à-dire la détresse absolue quand on a le couteau sur la gorge. Donc on va être sacrifié. Et au dernier moment, on est sauvé. Et j'ai trouvé subtil et passionnant que ce livre, qui est un livre assez universel, mais très singulier, ait mis ce personnage entre le rire et l'angoisse. C'est-à-dire comme deux pincements de singularité de l'humain qui sont universels. Puisque vous parlez religion, je voudrais quand même signaler que le rire est proscrit dans certains ordres religieux, et notamment les bénédictins, les règles bénédictines stipulent qu'on ne doit pas se prêter au rire, et que d'ailleurs le Christ n'a jamais été vu riant, le Christ ne rit jamais. Je ne sais plus qui interdisait le rire le vendredi. Le vendredi. Mais le héros du livre que j'évoquais, le Dieu biblique, rit. Ah bon. C'est dit. Je voulais simplement dire que l'attitude des religions était assez ambivalente, parce qu'à côté de ces règles bénédictines qui proscrivent le rire, il y a à l'inverse des pentecôtistes qui font du rire saint l'une des pratiques les plus utilisées et les plus nécessaires, voire indispensables pour accéder à la foi. On dit qu'au Moyen-Âge, c'était sombre, et l'église, etc. Mais à côté des églises, juste à côté, il y avait des scènes où on pouvait mettre en scène des bouffonneries, des pièces extrêmement drôles, grotesques, etc. Donc le rire était, quand il était écarté de l'édifice sérieux, grave, etc., était toléré, même invité dans l'édifice d'à côté. Et on retrouve ça dans les entreprises où ça rigole pas, mais où il y a des week-ends où on se lâche. Alors, pour en venir à l'autre question, c'est-à-dire l'universalité à travers les espèces animales, des recherches toutes récentes semblent montrer que il existe chez les primates non humains, les bonobos, les chimpanzés, des vocalisations qui sont voisines du rire. Et on a enregistré, là aussi, dans les laboratoires acoustiques, les ondes sonores qui sont caractérisées. Mais alors, la grande différence qu'on a découverte dans cette affaire, c'est que, alors que chez l'homme, le rire est sous l'effet de l'expiration de l'air dans les poumons, chez les chimpanzés, il est comme... il apparaît aussi bien à l'expiration qu'à l'inspiration. Donc, on a été amené à se demander si ces sons émis
ne seraient pas les prémices d'une forme de langage articulé. Et si le singe a ses vocalisations à l'expiration et l'inspiration, cela semblerait vouloir dire que, en fait, il n'est pas capable d'accéder à une parole. Donc, mais alors, c'est pas seulement chez le singe. On est encore redescendu dans l'échelle animale. Et encore une fois, des travaux récents montrent que chez le rat, par exemple, sous l'effet des chatouilles, on observe des espèces de gloussements qui ressemblent à des rires et qui, de toute façon, signalent un certain état de plaisir. En fait, même là, il n'y a pas une vraie frontière, parce qu'il y a des hommes qui rient en inspiration aussi, et pas seulement en expiration. C'est des rires étranges. Oui, je l'ai remarqué. Et d'autre part, là, si on va profond, il faut repasser par le rapport mère-enfant. Parce que la mère qui porte son nourrisson et qui rit, elle, de joie, et qui induit, qui fait apparaître très tôt, bien avant 4 mois, des sourires, est-ce qu'ils sont purement mimétiques? Est-ce qu'ils sont éprouvés? Est-ce qu'ils sont entre les deux? Et petit à petit, il y a ce rapport d'induction de la joie, qui est une joie sans objet, la joie d'exister. Et là, il se passe des phénomènes tout à fait essentiel sur la genèse du rire. Oui, on a dit que le rire n'était pas une émotion, et cela ne veut pas dire pour autant que le rire ne pose pas des questions bien embarrassantes à une théorie ou à une psychologie des émotions. On vient de le voir, même à une psychologie du langage. Je regrette simplement qu'on n'ait pas eu le temps de parler, évidemment, de Bergson et du rire, selon lui. Bergson a étudié le comique et l'humour. Mais le comique et l'humour ne sont pas le rire, ce sont les causes essentielles du rire adulte, mais elles ne sont pas le rire. Bergson et Freud n'ont pas vraiment parlé du rire. Ils ont parlé de ce qui provoque le plaisir, du sourire, du rire, de l'humour, mais pas du rire lui-même. Et je trouve que, en effet, les problèmes que ça pose et en même temps tout ce que ça résout aussi, parce que ça ne fait pas que poser des problèmes, ça fait apparaître des choses tout à fait passionnantes. Ça valait le coup de réfléchir sur le rire. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit avec 2 nouveaux invités pour débattre et s'écouter.